Je vais éviter la présentation puisque tout le monde me connaît, je pense, à peu près dans l'assistance. Juste dire que, en fait, je fais partie du groupe depuis 2009. J'ai travaillé au début beaucoup avec Luc, Martine, pour justement mettre en évidence les problèmes de différence de notes entre garçons et filles. Et c'est ça qui m'a sensibilisée beaucoup dans ma pratique personnelle. Et c'est donc un peu la suite du travail et la transposition au collège que j'essaye de faire encore actuellement. Puisqu'en fait, tout évolue, enfin, les conceptualisations évoluent toujours et on se demande toujours si on ne peut pas faire mieux. Donc là, c'est un travail donc, qui a eu lieu en 2013 et j'ai refait quelques cycles, enfin un cycle là cette année où j'ai aussi un peu transformé et donc et ça donne toujours des perspectives d'évolution de la profession. Donc la base, c'est trouver une solution au problème d'écart de notes entre les filles et les garçons, un écart aussi dans les différences biologiques et surtout, pour moi, les différences culturelles, puisque dans l'établissement où je suis, j'enseigne en l'établissement Éclair, et donc il y a beaucoup de différences culturelles, beaucoup de mélange de population, et donc on voit beaucoup de filles qui se sentent déconsidérées en EPS en arrivant. Et souvent, leur comportement évolue au fur et à mesure du cycle et elles trouvent du plaisir, même si parfois on est un petit peu déçu que ça n'évolue pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc au niveau de la compétence attendue, puisque là je présente une classe de 4e, je cherche à ce que mes élèves atteignent le plus vite possible l'espace de marque et donc la zone favorable de marque, et pour que en fait ils soient dans une situation de réussite au tir. Plus ils vont vite, plus ils vont pouvoir éviter que la défense revienne, et donc plus ils vont être en réussite, au moins dans l'atteinte de la zone favorable de marque. Donc par rapport à cette compétence attendue, en fait, j'ai essayé de décomposer cette compétence de façon à pouvoir voir quels étaient les éléments qui allaient faire que les élèves allaient clairement pouvoir concrétiser leur progrès. Donc je peux les amener à tirer en position favorable, donc, et en zone favorable. Et pour moi, la zone favorable, c'est une zone qui est fait 3 mètres autour du panier. On l'a défini en début de cycle tout de suite, je leur demande juste où c'est plus facile de tirer. Et j'impose cette zone au départ en leur disant que pour pouvoir progresser au basket, il faut amener la balle dans une zone plutôt que de vouloir marquer un panier sans s'approcher et en voulant conforter en fait l'esprit des garçons qui voient toujours au niveau culturel le basket, c'est-à-dire tirer à 3 points, aller se matcher, et donc dans ce cas-là, les filles elles ne peuvent pas beaucoup avoir de possibilités d'action. Donc ça me permet la définition de cette zone me permet de réguler en fait l'action des garçons dans un premier temps par rapport à leur idée culturelle du basket. Ensuite, donc, ensuite, on essaye donc d'accéder à cette zone favorable de marque. Dans la compétence attendue, on demande de faire des choix pertinents. Et donc, c'est ce que je les ramène à faire ensuite, c'est que quand ils ont tous, enfin, une majorité, la capacité de tirer au panier, je les sensibilise sur la façon d'arriver au panier. Et donc, à ce moment-là, on peut travailler sur les choix. Soit je vais en dribble parce qu'il n'y a personne qui me gêne et je ne peux pas faire autrement parce qu'il n'y a personne devant.
et soit je fais une passe parce qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi, et donc la balle va arriver plus vite à la cible, et donc la situation de tir sera plus favorable. Et j'ai quand même mis, parce qu'il avait dans la compétence attendue, gêner l'attaque adverse, mais pour moi c'est un objectif secondaire, c'est-à-dire que j'amène les élèves à prendre conscience de la gêne quand en fait l'attaque elle devient plus performante, et donc il faut absolument la gêner pour pouvoir arriver à ce que le rapport de force puisse être en faveur de l'équipe. Donc mes élèves, ils ont une disparité culturelle très importante, comme je vous disais tout à l'heure, des stéréotypes prégnants au niveau pour le sport de haut niveau, ce qui fait que en fait, ça favorise un jeu individuel des garçons et la passivité apparente des filles. C'est pour ça que j'ai bien aimé tout à l'heure aussi le petit clin d'œil de notre ami. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment une passivité apparente, et on s'aperçoit que dans certains matchs, les filles, au début du match, elles sont très actives à se placer, à demander la balle, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure du match, on sent les filles qui commencent à marcher pour revenir en défense, etc. Donc mon objectif, c'est d'amener les élèves à adopter des comportements contribuant à l'atteinte collective de la zone de marque. Et donc aussi, c'est une partie importante de ma conception du basket, c'est que je veux dédramatiser absolument la réussite du tir, parce qu'en fait, ça amène un déplaisir chez les filles de rater déjà. On sent déjà qu'elles sont contentes, puisque moi je leur apprends le tir en course au tout début, parce que c'est pour moi le plus facile puisqu'on est plus près, et ça permet de continuer l'attaque. Donc ça leur amène déjà un pouvoir moteur plus important que le tir en appui qu'elles font naturellement, et elles se sentent valorisées. Et donc en fait, ce que je valorise le plus, c'est l'atteinte de la zone favorable de marque. Et donc, quand ils arrivent à mettre le ballon à l'intérieur de cette zone, ils marquent un point déjà, au départ, au début du cycle. Et ensuite, quand ils marquent un panier, enfin ça j'en parlerai tout à l'heure, peut-être en parlant de ma... Comment donc, je veux donc donner le maximum de pouvoir moteur, donc je demande beaucoup de répétitions à mes élèves. À chaque séance, en fait, je me sers de l'échauffement pour qu'ils aient un maximum de tir au niveau de la réalisation, et je fais évoluer cet échauffement en fonction des acquisitions des élèves. La dominante au départ, c'est du tir et du dribble, et ensuite j'introduis en plus la passe pour permettre à tout le monde aussi d'être capable de faire avancer la balle vers la zone favorable de marque. Et là, on a différentes possibilités d'échange entre les passes courtes et les passes longues. Donc, et aussi, je me sers donc pour faire progresser les élèves, je leur propose, donc je leur propose de faire des séquences d'observation par rapport à ma FPS. Et donc la FPS, ma FPS, donc c'est sur petit terrain. C'est un 3 contre 3, et je détermine en fait ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au comptage des points. Il y a 3 points pour le tir en course réussi à l'intérieur de la zone favorable de marque, 2 points pour un tir en appui, toujours à l'intérieur de la zone favorable de marque, et 1 point pour le tir en course tenté en zone favorable de marque. Toujours. Donc, il y a des questions.
Et je fais donc, en même temps que cette situation que je propose à chaque séance, que ce soit en niveau diagnostic et en fin de cycle, en fait, ce que je fais évoluer surtout, c'est les formes de groupement. Donc, par rapport au début, je fais ce qu'on appelle du démixage, où je fais plutôt enfin ça s'apparente à du démixage, mais c'est plutôt des groupes de niveau, où d'un côté je mets les élèves qui sont les moins débrouillés au niveau du tir en course, et on s'aperçoit qu'il y a des garçons qui ont du mal à faire des tirs en course, qui n'ont pas de vécu beaucoup au niveau des sports collectifs, et donc ça m'amène à faire des équipes qui sont quand même mixtes, mais je dirais que c'est assez mal vécu au départ parce que j'ai l'impression de stigmatiser un peu les garçons qui ont l'impression de redescendre quand je fais les équipes. Notamment cette année, c'était très crucial parce que j'avais une classe où il y avait des sections sportives football, donc j'avais un écart extrême entre les élèves faibles et les élèves qui ont beaucoup de pratique et qui arrivent et qui aussi ont beaucoup de qualité physique puisque sont en section football. Et donc il y avait, on ressentait chez certains garçons une discrimination négative qui m'a gênée, mais que bon, j'étais obligée de m'y plier pour qu'on puisse avoir des équipes mixtes. Donc, je me sers de cette FPS dès le début du cycle avec une fiche d'observation avec les lignes de score qui sont inspirées de Jean-Luc Baldi que j'utilise depuis longtemps. Donc, je fais évoluer un petit peu cette fiche de ligne de score, surtout sur la première ligne en fait, puisque soit au tout début du cycle, au lieu de mettre tir en zone favorable de marque, je mets atteinte de la zone favorable de marque, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une passe qui arrive dans la zone favorable de marque, ça donne un point. Et donc ensuite, ça c'est l'évaluation de la fin de cycle. Et là, je vous la présente groupée pour avoir les deux équipes. Mais avec les élèves, en fait, je donne une fiche pour une équipe à une équipe et une autre fiche pour l'autre équipe à une autre équipe parce que c'est impossible pour les élèves de gérer tout seuls les deux fiches en même temps. Donc, je vous rappelle que en fait, le principe de ligne de score, c'est de comparer chaque ligne pour les équipes et donc on acquiert un point si on gagne la ligne de score et donc on peut gagner le match soit 3-0, soit 2-1. Et ça dédramatise aussi, ça confirme la dédramatisation en fait du score et de la réussite au tir, puisque en fait les élèves peuvent marquer des points de différentes façons. Mais il y a quand même le score quand même qui rentre en ligne de compte, mais pour une part d'un tiers sur la réussite du match. Voilà, donc, par rapport à toutes les synthèses donc, de ces fiches, j'ai commencé donc, il y a 2 ans un travail sur en fait comment s'y prendre pour pouvoir amener la balle en zone favorable de marque efficacement, de façon à ce que les élèves identifient les façons dont ils peuvent être efficaces et que chacun puisse avoir une façon de contribuer à la réussite de l'équipe. Donc ça, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, je crois que c'est un peu au niveau des choix, j'en ai déjà parlé, je crois. Oui, donc il y a
la composition des équipes que je fais par niveau de réalisation du tir en course. J'essaye de stabiliser les équipes d'une séance à l'autre par période dans le cycle, mais je rencontre aussi pas mal de difficultés parce qu'il y a des absents qu'il faut sans arrêt remanier les équipes. On a affaire à des contestations, on est obligé de se justifier toujours en disant qu'on ne peut pas couper un élève en deux ou une compétence d'un élève pour la mettre dans notre équipe. Mais bon, on arrive quand même à faire des matchs relativement homogènes. Et donc, comme je voulais vous en parler tout à l'heure, par rapport à l'analyse des matchs sur les fiches d'observation, on établit au fur et à mesure du cycle une liste de critères qui sont positifs ou négatifs par rapport à la progression de la balle vers la cible, de façon à ce que les élèves puissent se repérer et aussi avoir connaissance, surtout pour les personnes qui justement n'ont pas beaucoup de pratiques sportives, de savoir comment elles peuvent faire pour être efficaces et apporter des solutions à l'équipe. Donc, c'est ce que je construis avec eux au fur et à mesure des séances. Bien sûr, moi je l'ai fait avant, puisque c'est comme ça que m'est venue l'idée. Ça leur permet d'acquérir au fur et à mesure du cycle un contenu culturel sur lequel les élèves vont pouvoir se baser pour pouvoir agir. Et surtout, ce qui m'intéressait aussi, c'est pour pouvoir juger de façon objective un camarade, soit dans son équipe, soit dans l'équipe adverse, soit pour coacher, par exemple, de façon objective, de façon à pouvoir valoriser ou justement critiquer un élève qui ne fait pas de passe, par exemple, parce qu'on a des données qui ont été objectivées par toute la classe. Donc en action positive, on a bien sûr tiré en zone favorable de marque, on a passé en avant. Alors là, j'ai essayé de les classer un peu, j'ai pensé à Thierry qui m'avait commenté un petit peu mon intervention l'année dernière, il y a 2 ans, oui. Merci Thierry. Et donc, au départ, je les avais mis un peu dans le désordre parce que je pensais que ça n'avait pas vraiment d'importance. Et donc, après, je me suis dit, c'est vrai, dans mon cycle, quand même, je les traite de façon un peu chronologique, même s'il y en a que j'apporte parfois plusieurs en même temps. Et donc, tirer en zone favorable de marque, passer en avant, c'est les choses que je donne en premier. Et ensuite, dribbler quand il n'y a personne. Et se porter en avant du ballon, c'est vraiment les 4 sur lesquels je commence mon cycle. Donc après, il y a le pendant des actions négatives qui rentrent en ligne de compte, pardon. Et donc, là, je vous propose de voir une vidéo, en fait, où je vais d'abord vous montrer un passage, puis je pense qu'on n'a peut-être pas le temps, mais vous montrer un passage de ce que je veux, ce que je valorise au niveau des élèves. Donc là, c'est une classe donc dans la classe de 4e. Vous voyez assez ou pas? On va voir. Donc ici, par exemple, on a un garçon qui fait une passe à une fille qui était donc placée en avant sur l'entre-deux. On peut mettre en... Ça change pas grand-chose. Parce que ici, j'arrive pas à voir... On voit quand même assez ou pas? Oui, oui. Au niveau de la grandeur de l'image, ça va? Ah bon. Donc ici, donc
Voilà, merci. La souris, c'est tout à fait ça. La souris bleue. Donc c'est Mégane, l'élève qui reçoit le ballon là. Elle a la chance d'être avec des partenaires, dont un partenaire qui fait du club. Et donc, elle a la chance d'être servie quand elle est en position. Et vous allez voir, justement, j'ai choisi cette vidéo parce que dans l'équipe des Bleus, les filles sont valorisées quand elles sont en bonne position. Et par contre, dans l'équipe des Oranges, c'est pas le cas. Ou pas beaucoup le cas. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc ici, je suis désolée parce que j'étais prise par le son. Donc ici, par exemple, vous voyez la fille qui était en avant parce qu'on a donné la balle au garçon. Ici, par contre, on voit une progression de la balle collective sur... c'est Sarah qui avait la balle en premier. Et donc ici, elle est passée par la balle est passée par le garçon. J'aurais bien aimé revenir en arrière parce que je m'assurais, je la vois pas. Donc ici, ouais, enfin, donc ici en fait, ce qu'on peut remarquer vite, c'est qu'il y a un passé bas qui est effectué et en fait cette action qui est avec deux élèves qui sont débutantes en basket, les déplacements qu'elles ont effectués sans être vraiment conscientes de ce qu'elles ont fait. Il y en a une qui est passée derrière, je suis désolée, ma souris Ici en fait, Sarah, quand elle reçoit la balle, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec la balle, là. Elle est toute seule ici. Oh non, c'est pas vrai. Je suis désolée, la souris, elle... C'est l'intérieur du Stax. Comment? Non, non, c'est mon ordi, là. Et... Et puis là, on est revenu au début. Bon, on va peut-être pas perdre... Comment? J'en ai pas. Oui, on a vu Isabelle. Oui, c'est bon. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de faire lors de la première projection, c'était de faire observer les étudiants pour qu'ils puissent repérer les points positifs et négatifs sur les actions des différents élèves, de façon à ce que, pour pouvoir se familiariser un peu avec... Tu as remarqué qu'une femme a toujours besoin d'un homme. Ouais. Bien. Donc, je vais vous passer à la conclusion, en fait. Donc, dans la majorité des cas, en fait, le fait de travailler et de mettre l'accent sur le développement moteur des élèves débutants les met en confiance et leur donne du plaisir par rapport à l'activité. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les élèves sourire quand elles sont sur un terrain. Et je le remarque souvent, quand elles ont la balle et qu'elles réussissent une action, ça c'est comme elles sont valorisées, elles ont envie de revenir, elles ont envie d'en refaire. Les élèves débrouillés, ils se voient obligés d'être plus collectifs. Et donc, comme ils sont sanctionnés quand ils font des actions négatives, on a en fait une certaine régulation des actions des garçons. Comme vous pouvez le voir encore là sur les images, je ne sais pas s'il y a une attaque où Ilona, donc l'élève orange, elle est démarquée couloir central, elle demande la balle, on lui donne la balle, et il y a son coéquipier qui arrive derrière elle, elle court
il court plus vite, il arrive et lui subtilise le ballon pour aller terminer l'attaque à sa place. Donc je pense que ça doit être assez frustrant pour une élève de vivre cette situation alors qu'elle pensait pouvoir avoir une action positive justement. Oui. Donc pour la suite, moi ce que j'aimerais bien, c'est que pour que les élèves profitent un peu plus du recul par rapport aux fiches d'observation, j'aimerais bien essayer de pouvoir mettre en place des ateliers vidéo de façon à ce que les élèves puissent se voir et à la limite analyser eux-mêmes leurs signes positifs et négatifs dans les séquences de jeu. Et vu l'année que je viens de passer là avec cette classe de 4e où j'avais des différences de niveau énormes, je me demande si je ne vais pas réfléchir aussi pour introduire le coaching un peu plus rapidement, en 4e, parce qu'en fait je me sers de l'élaboration des signes négatifs et positifs pour pouvoir préparer le coaching des 3e, mais je pense qu'avec des élèves qui sont avancés au niveau des connaissances et de la pratique des sports collectifs, j'aurais pu avoir une action de coaching et de communauté d'intérêt qui aurait permis d'être peut-être un peu plus efficace dans la progression du cycle. Voilà, donc j'aimerais me diriger là-dessus. Donc les images que vous voyez, c'est un film que vous allez, j'espère, voir. C'est un film de terminale en train de passer le bac. Et vous le reverrez après. Hein. Donc comme je n'ai pas fait le PowerPoint, je vais mettre les images pendant une demi-heure. Et j'essaierai de ne pas oublier de dire des choses. Donc c'est des images d'un groupe de majorité de filles. Et en fait, j'ai intitulé cette vidéo tout à l'heure en entendant Cathy, il faut sauver les filles. Donc c'est au moment de l'évaluation du bac, un premier panier de réussi, tiré d'une zone favorable de tir, comme l'a expliqué Isabelle juste avant. Et ça me permet également de rappeler différents moments de ma présentation. La première intervention que j'avais fait dans un forum, c'était avec Isabelle et Martine. J'ai eu aussi l'occasion de faire des interventions sur la mixité et l'égalité filles-garçons avec Cathy sur les formations de stagiaires. Et également avec le groupe lorsque vous avez été vous-même cobaye. Donc vous savez quand je parle de basket, d'amener la balle le plus vite possible dans la zone de marque, donc dans la zone favorable de marque. Donc si on regarde cette vidéo, tout le monde la voit, c'est bon, vous allez vous rendre compte que la notion de balle en avant est quelque chose d'acquis. Je vais vous donner à chaque fois au niveau de la contre-attaque, de l'attaque placée et de la défense, ce que j'ai vu de positif ou de négatif dans la vidéo. Donc sur celle-ci, la notion de balle en avant est acquise. L'utilisation de 2 couloirs, si on sépare le terrain en largeur en 3, l'utilisation de 2 couloirs de contre-attaque. Donc ce qui est déjà quand même d'un bon niveau par rapport à du jeu collectif de basket. C'est également, on voit des attaques placées par moment, pas furtives, mais assez rarement, mais des attaques placées qui arrivent également, avec une occupation assez rationnelle du terrain, c'est-à-dire que les élèves sont répartis à peu près sur au moins un bon quart de terrain, mais quand même avec un déplacement sur un côté. Au niveau de la défense, l'organisation en défense individuelle est identifiable. On voit chaque joueur qui est en train de marquer un autre joueur. Donc on arrive à 3 minutes, on revient au début. D'accord ? 3 minutes 10, tu peux aller. Allez aussi. Merci Isabelle. J'ai pas trouvé le logiciel pour sectionner. Secrétaire. Donc l'organisation en défense individuelle est identifiable. Les joueurs recherchent visuellement, les joueurs et joueuses recherchent visuellement quand ils ont perdu la balle, quand leur équipe perd la possession du ballon, leur adversaire direct. On les voit chercher dans le terrain
Ça fait partie des critères qui permettent de rendre objectif cette défense. Donc on a ce souci de revenir et de retrouver le plus vite possible son joueur pour défendre. On le voit bien au début de la vidéo, tu peux la remettre au début. Sur les actions collectives mais négatives, alors il y a une participation quand même plus ou moins active sur la progression rapide du ballon, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui très vite tirent le frein à main et courent un peu moins. Il y a également beaucoup de jeux en comète. Ce que j'appelle le jeu en comète, c'est un jeu qui est quand même assez resserré et où ça court d'un côté à l'autre du terrain avec de nombreux dribbles. On a une très belle action individuelle avec un tir réussi derrière. Et il y a également sur les attaques placées, régulièrement les 4 joueurs sur un quart de terrain. Individuellement, on vient de voir une attaque de porteuse de balle là, qui a réussi à partir en 1 contre 1. On voit des dribbles de progression vers la zone de marque. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé dès la seconde. Ces élèves qui sont capables de partir en dribble et qui ont acquis ce pouvoir moteur sur le ballon. On a une volonté reconquête de la balle, c'est-à-dire que les joueurs gênent le porteur de balle. On le voit là, la demoiselle en bleu, le garçon, qui gênent un maximum avec ce qu'ils entendent par le règlement, c'est-à-dire pas de contact. Et sur les contre-attaques, on voit des départs en dribble de progression, je l'avais déjà dit. Plusieurs fois, on voit une fin de contre-attaque où on a des surnombres. Donc on a plus de joueurs attaquants que de défenseurs sur cette vidéo de 3 minutes. Au niveau négatif, que ce soit en contre-attaque et en défense, on remarque quand même un peu d'intermittence. C'est-à-dire que là, il y a des moments, ça c'est une des attaques placées qu'on voit, hein, mais, ah non, pardon, c'était le départ de contre-attaque, mais on voit par moments des joueurs qui arrêtent de jouer. Donc c'est des joueurs un peu plus intermittents de ce côté-là. Dans tous les cas, on a quand même un petit temps de latence entre le moment où on fait une passe et le moment où on enchaîne une action. Donc il y a toujours un petit temps de latence dans l'enchaînement des tâches. Il y a quand même des pertes de balles, même si elles ne sont pas trop nombreuses, il y en a quelques-unes, et des échanges de balles où on voit des reprises de dribble. Donc finalement, au niveau du rôle qu'on pourrait donner à ces joueurs, moi je les classerais dans les fiches officielles du baccalauréat comme des joueurs relais ou des joueurs fonceurs avec de nombreux porteurs de balles entre le niveau 2 et 3 des grilles d'évaluation au baccalauréat. Puisqu'on a sauvé les filles, on va la laisser jusqu'à 3 minutes 10, ça vous permet de vous rendre compte un peu de tout ça et moi de parler un peu d'autre chose. J'avais trouvé des images de Romuald assez affligeantes et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire en terminale, finalement c'est pas trop mal. Donc effectivement, il n'y a pas de garçon autour, effectivement il n'y a pas de découragement et effectivement c'est des joueurs et des jeunes qui arrivent à s'exprimer. Je dis des joueurs parce qu'il y a 2 garçons, mais c'est quand même une majorité de filles et elles arrivent à jouer. Donc je trouve ça plutôt bien, alors que c'est des filles et des élèves qui n'ont pas de pratique socio-culturelle extérieure, aucune pratique de club. C'est également des joueurs qui n'ont qu'une pratique scolaire faible. Ils ont un cycle en seconde, ils en ont fait au mieux un cycle en 6e, donc ils ont une trentaine d'heures de basket. Et un peu plus de sport collectif, handball, sport de progression. C'est des élèves qui n'ont aucune pratique sauvage. Je dis sauvage, tout ce qui est à l'extérieur des clubs et de la structure scolaire. Donc ce n'est pas des joueurs qui vont aller en camping et qui vont aller shooter sur le panier pendant la sieste des parents. Donc on les a questionnés, hein, on leur a demandé leur pratique et elle était très faible. On passe à la 3e vidéo. Ouais, la 3e vidéo, c'est... Je l'ai intitulé « Faut-il sauver les garçons ?» On est dans un niveau de pratique beaucoup plus expérimenté, que ce soit en pratique sauvage, en pratique d'association sportive ou de section sportive. Ça me fait penser un peu à ce que Martine disait tout à l'heure. Elle est partie, Martine ? D'accord. Ça me fait penser un peu à ce qu'elle disait tout à l'heure avec les pratiques d'option et de section sportive. Donc là, c'était une des dernières générations de la section sportive du lycée. On a revu sur celle tout à l'heure. Attendez, on va fait juste suivant.
Donc c'est un groupe de sportifs aussi, tout niveau confondu, assez bon. La personne en bleu, c'est un très bon nageur de club, et au niveau français. Donc c'est quand même des sportifs. Yann, le dernier en gris, est un handballeur. Le titre, c'est « Faut-il sauver les garçons ?» parce qu'en fait, est-ce qu'on peut leur donner les moyens aussi à eux de jouer à un niveau où ils vont pouvoir s'exprimer, prendre du plaisir et montrer le maximum de leur pouvoir et de ce qu'ils auront appris pendant leur scolarité. Donc au niveau collectif, dans les aspects positifs, sur la contre-attaque, on voit une occupation rationnelle du terrain beaucoup plus importante. Les joueurs occupent les 3 couloirs. Couloir central, latéral et extérieur. On voit finalement peu de contre-attaque, mais une alternance entre le jeu rapide et l'attaque placée. Le jeu rapide, c'est la limite entre la contre-attaque et le fait d'aller shooter vite en 7-10 secondes, ou l'attaque placée où on prend du temps pour replacer le jeu. C'est sur cette action-là, je crois qu'on voit où on replace le jeu. Non, c'est pas celle-ci. On laisse tourner toujours. On voit au niveau de l'attaque une réorganisation de l'attaque avec après un rebond et une sortie de balle. Ça va être du côté gauche de l'écran, donc c'est pas sur cette action-là. Le joueur va ressortir, il prend le rebond, il va ressortir, il va redonner à un joueur qui sera meneur et qui réorganise le jeu. Là, on a clairement un meneur identifié, Hugo, qui devrait essayer de faire jouer ses joueurs, mais qui, comme Tony Parker, parfois prend un peu la balle et joue tout seul. Ils ont les mêmes références que ce qu'on leur montre à la télé. C'est aussi un joueur de club, donc fonceur. On voit une défense en demi-terrain, au niveau collectif. Celle-là, elle dure 2 minutes, tu peux la remettre en boucle. Il n'y a pas de souci. Je reverrai les images et je vous les redirai à ce moment-là. On voit aussi une défense organisée en demi-terrain. C'est-à-dire que contrairement à tout à l'heure, quand il y a eu perte de balle après un tir, ou un tir réussi, ou une perte de balle en attaque, les joueurs reviennent au milieu du terrain pour pouvoir défendre. C'est un niveau d'organisation qui a des avantages et des inconvénients. C'est un choix qu'ils ont fait pour contenir le jeu rapide de l'adversaire. Donc c'était un choix assez particulier par rapport à leur organisation collective. Dans les aspects négatifs de l'organisation collective, les équipes pourraient alterner davantage la contre-attaque. Je pense qu'ils n'ont pas cherché à lancer le jeu. Ils ont joué l'assurance, plus que le gain du match. Au niveau de l'attaque placée, j'ai pas vu de points trop négatifs. Et au niveau du placement défensif, il est correct, mais techniquement, il pourrait progresser en essayant notamment de maîtriser un peu plus les rapports, l'agressivité défensive et la technique défensive. En contestant les déplacements, en interceptant. Au niveau individuel, la contre-attaque, elle était positive à chaque fois, les joueurs arrivent à bien l'exploiter. L'agressivité offensive en attaque, à chaque fois qu'on reçoit le ballon, la première intention des joueurs est de regarder le panier. Ça fait partie aussi des contenus qu'on va essayer de transmettre aux élèves qui ont moins de vécu qu'eux, donc du niveau précédent, avoir beaucoup plus d'agressivité offensive en ayant toujours l'idée de regarder le panier quand on reçoit la balle. Regarder vers le panier. Pas regarder le panier, mais regarder vers le panier. C'est ce que Isabelle disait tout à l'heure avec la première passe en avant. Toujours. Chercher si on peut faire une passe vers l'avant. Pour réussir à avoir ça, il faut avoir un regard qui soit porté vers le panier. Les placements défensifs sont réajustés continuellement en fonction du danger de l'adversaire. Si on regarde sur cette vidéo, le jeu est posé, organisé, aussi bien en attaque qu'en défense. Tout est fait pour trouver le point faible de la défense adverse et de placer un partenaire en situation de tir ouvert. On n'est plus que dans des tirs en zone favorable de marque sous le panier, on parle de tir ouvert, c'est-à-dire de zones où on a des tirs à bon pourcentage de réussite. Alors que notre niveau précédent, là on se situerait plutôt dans des joueurs qui sont tacticiens.
On est plutôt dans des joueurs déjà tacticiens qui essayent de mettre une stratégie collective. Que tout à l'heure j'avais parlé de joueurs fonceurs ou joueurs relais. Si on... Est-ce que ce sont les deux groupes des élèves de la même classe en Oui. gros par niveau? Oui, oui. D'accord. Toutes les vidéos sont prises le même jour, au même moment. C'est des matchs d'évaluation. Dans ces joueurs-là, la note, elle allait de 15 à 20. Il y en avait 3-4 de 20 là, dans le groupe. Le short blanc a eu 20. Le petit, là, qui est très fort défenseur, a eu 20 aussi. La demoiselle a eu 20. Lui a eu 18. Il y a du favoritisme. On en reparlera après. Autour de l'apéro. Sur la première vidéo, si tu peux remettre la vidéo là, je vous situe un peu les fourchettes de notes. Là, je suis content que Martine soit partie. Il y a plus de 5 points d'écart. Sabine, qui est en bleu, là, a une note de 8,5 sur 20. Et Alexandra, qui est en blanc, a une note de 12 sur 20. Donc Sabine, elle est vraiment dans une joueuse relais qui a des difficultés encore assez importantes par rapport à la conduite du ballon et à ses responsabilités dans le jeu. Elle défend souvent par intermittence, c'est-à-dire des moments où elle ne défend pas du tout, où elle se repose. Et il y a des connaissances du règlement de base, qui a mis la balle dehors, à qui est la balle, etc., qui ne sont pas encore forcément acquises. Alors que Alexandra en blanc, dans l'autre équipe, elle a une attitude pertinente, des choix pertinents entre l'interception, la contre-attaque et le tir réussi qu'on voit à un moment donné. Elle a également à un moment donné une fin de contre-attaque où elle arrive à 2 contre 1, elle arrête le dribble pour voir ce qui se passe et en fonction de l'information qu'elle prend, elle va décider de passer au joueur seul. Il y a une fois où elle a tiré, une fois où elle a passé. Et elle relance rapidement le jeu de contre-attaque à 3 contre 0. Donc on a vu 3 actions positives. Tu as les notes, les deux garçons? Oui, les garçons, ils étaient entre 8 et 10. Je devais être à 9, 9,5. Quentin a 8. Problème de lecture et le refus de tirer. Il y a un moment donné où on le voit, il ne tire pas. Donc on va regarder maintenant, après avoir, faut-il sauver les garçons, faut-il sauver les filles? J'en suis arrivé à faut-il sauver le jeu? Jeu, J-E. Ça pourrait être le jeu tout simplement. Et c'était aussi l'idée de chacun à sa place pour jouer ensemble. C'est ça. Donc là, c'est un groupe également mixte dans lequel on va voir particulièrement Chloé et Manon, deux filles, donc Manon en rouge, Chloé en bleu, et un groupe de garçons assez vifs, un tout petit peu, juste pour... Il ne faut pas qu'on m'entende parce que je dis beaucoup de bêtises pendant les évaluations. Donc, collectivement, on voit des contre-attaques avec des couloirs occupés et des passes dans l'espace avant. Un peu moins large que le niveau 4-5 qu'on a vu, et un peu plus large que le niveau d'avant. La largeur des couloirs aussi, l'occupation du terrain en largeur, elle vient de la capacité à pouvoir faire des passes fortes. Donc forcément, les qualités physiques, elles interviennent. Donc à partir du moment où on évalue un groupe plus féminin, où la force n'est pas forcément développée de la même manière, on va accepter un couloir moins important. Pareil pour la zone de tir. Les zones de tir ne sont pas les mêmes si on a affaire à un garçon ou à une fille. Il y a une alternance de jeu rapide et d'attaque placée dans ce niveau-là, presque plus importante que dans le niveau qu'on a vu avant, le niveau des bons garçons de tout à l'heure, majorité de garçons. Il y a un niveau d'attaque placée où il y a une bonne occupation du terrain sur la moitié du terrain. Voilà, tout l'espace est occupé, hein, on les voit, ils vont d'un côté à l'autre, aussi bien pour aller en contre-attaque que sur l'attaque placée. Il existe une organisation identifiable avec une priorité aux passeurs dans le jeu. On les voit quand on joue, quand ils jouent, ils ont fait le choix de donner priorité aux passeurs. Ce qui veut dire qu'on voit plusieurs actions de passe-et-va sur la vidéo de 2 minutes 30 ou sur une précédente, mais c'est vraiment un choix de l'équipe qui avait été fait.
Au niveau de la défense, l'organisation individuelle est identifiable, mais, et là je passe dans les aspects négatifs, le choix collectif d'une défense tout-terrain semble finalement peu approprié. Il aurait été intéressant qu'il change au cours du match. Sur la contre-attaque, le choix de la défense tout-terrain était un peu négatif, donc c'est ce que je viens de dire. Au niveau individuel, on voit des contre-attaques à 1 contre 0, on voit une, c'est parti, on ralentit un peu, on tire, hop, ça rentre. C'est toujours bon pour l'ego et l'estime de soi. Sur l'attaquant individuellement, sur l'attaque placée, pardon, on voit le porteur de balle, Manon, qui passe à terre en passe directe, c'est à 1 minute 17. Regardez, ça c'est très fort ce qu'elle a fait. Le fait de faire une passe, le premier regard au cercle, ce que je vous ai dit pour le niveau d'au-dessus, elle l'a. Puisque là, elle a progressé vers le panier, elle a arrêté, elle a regardé vers le panier, elle a vu un joueur démarqué, Manon. Donc elle cherche un espace libre, boum, elle prend l'avantage mais elle est rattrapée, parce qu'elle manque de technique de conduite de balle. Elle arrête, et là elle fait une passe à terre. La passe à terre, c'est révélateur d'un bon niveau de jeu. Donc Manon, pour la passe à terre en jeu direct, c'était une action positive. Au niveau défensif, le souci de prendre le joueur le plus dangereux s'il n'est pas marqué, même si ce n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle l'aide défensive. Si un joueur est dangereux et que ce n'est pas mon joueur, je défends quand même dessus. Tout en sachant que j'ai mes responsabilités et que j'ai un joueur à marquer. Au niveau négatif, dans les actions individuelles, il y a peu d'intensité finalement. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, peu d'intensité ou un mauvais contrôle au niveau énergétique. Donc des joueurs qui vont parfois donner des coups ou des fautes défensives parce que c'est une défense énergétique. Dans ce groupe-là, Chloé a eu 16,5, donc le maillot bleu. Chloé a eu 16,5, Manon a eu 13. Avec des bonnes lectures du jeu, un souci constant de trouver la solution adéquate entre tirer, dribbler ou passer. Et Alexandre, c'est lequel? Florent Batteux, c'est le grand là-bas. Il y en a un dans chaque équipe. Maintenant, c'est celle qui est en rouge, la brune? Oui, ouais. Celle qui a fait la passe à terre. Ouais, celle qui a fait la passe à terre. Elle a fait cette action-là qui était vraiment forte et elle n'a pas eu que des actions comme ça. Et donc les garçons sont beaucoup dribbleurs fonceurs. On le remarque plus sur une autre vidéo que sur celle-là, mais ils sont beaucoup plus dribbleurs fonceurs. Et il a fallu vraiment siffler beaucoup de fautes dans la première période pour qu'ils puissent se contrôler et qu'ils commencent à lever le nez pour chercher ailleurs. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure au badminton, quand on disait qu'on était dans une logique de frapper fort jusqu'à la rupture. Là, c'était un peu ça au basket. Quand on a mis en place, quand on a réussi à faire appliquer les fautes défensives, etc., il y a eu un meilleur contrôle du corps et donc il y a eu un jeu beaucoup plus ouvert vers les autres de l'équipe. Sur cette deuxième vidéo, le jeu est plus large et intensif. La défense est plus agressive. Je compare par rapport à la toute première vidéo. Donc la défense est plus agressive, énergétique, sans forcément avoir le contrôle de soi. Mais si Chloé et Manon avaient joué avec le groupe précédent, moi j'aurais parié qu'elles seraient restées dans un jeu en comète, donc elles n'auraient pas pu s'exprimer à un meilleur niveau de jeu collectif. Elles n'auraient pas eu 16,5 et 13. Alors qu'avec ces garçons, elles ont peut-être un peu moins la balle et subissent un gros déficit physique au niveau des qualités physiques et du rythme, mais elles ont peut-être des actions moins spectaculaires que les garçons, mais avec davantage d'efficacité dans le collectif, dans l'occupation du terrain et dans l'organisation collective. Ceci surtout quand on est arrivé à canaliser l'énergie des garçons qui font énormément de fautes, de non-contrôle. Voilà, pour ces 3 vidéos, est-ce que vous avez une question à poser ou est-ce que je peux enchaîner, sachant que j'ai le chrono qui tourne. Les questions, il faut qu'elles soient succinctes. Donc je continue, je laisse passer les... Tu peux arrêter la vidéo si tu veux. Je laisse passer le constat.
pourtant, alors il y a quand même un nombre de points énorme entre les moyennes de filles et de garçons sur cette promotion-là. On a encore le même genre d'écart cette année, donc on n'est quand même pas satisfait de ce qu'on obtient. On a 5 points d'écart entre les filles et les garçons sur 88 élèves, dont 37 filles en basket et 51 garçons. Il y a 4 élèves qui ont entre 15 et 20, 4 filles pardon, qui ont entre 15 et 20 sur 20, et 18 garçons. Et il y a une fille qui a eu 20. Il y a 13 élèves filles qui ont entre 7 et 9, et 2 élèves garçons qui ont entre 7 et 9, sur l'ensemble de 3 classes. Et pourtant les 15 filles non validées en basket, seulement 4 sont des motivées par l'activité. Si on regarde par rapport au groupe qu'on avait là, sur 2 classes, sur les 15 qui n'avaient pas la moyenne, donc en dessous de la validation du baccalauréat, il y en a 4 qui étaient motivés par l'activité. Les autres avaient pris ce menu-là pour les 2 autres activités. Et quand on compare en fait leurs résultats au bac, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Martine soit là, c'est pas par activité qu'ils font comparer, c'est par menu. Parce que les choix des menus qu'on fait tiennent compte de ça aussi. Et on n'a pas un menu spécifiquement masculin ou féminin. On a une volonté d'avoir un menu qui ouvre un peu les perspectives et le choix des élèves, on les guide aussi par rapport à ça. Donc effectivement, il y a un déficit là-dessus, mais c'est des élèves qui ont non pas gagné des points en acrosport, parce qu'ils n'avaient pas le menu acrosport, mais ils ont gagné leurs points dans de la course d'orientation. Bizarre pour des gens qui n'ont pas le sens de l'orientation, elles ont gagné des points en orientation. Et elles ont eu de très bonnes notes aussi en natation, puisqu'on a un pôle natation assez important chez nous, avec des nageuses qui en ont fait pas mal en primaire. Sur le Compiègnois, la natation est vraiment importante dans le secteur primaire et au collège. Donc on a des nageurs quand même qui s'en sortent très bien. Et pourtant, au vu des observations, s'il y a 5 points d'écart, ces écarts sont justifiés quand on compare les niveaux de pratique, selon moi. Je me trompe peut-être. C'est vrai qu'après avoir montré les vidéos à d'autres collègues, d'autres lycées, on nous a souvent dit on aurait mis un peu plus haut au niveau des notes de filles sur le bas du tableau. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il faut qu'on arrive à être un peu plus objectif et peut-être revaloriser encore un peu plus ces actions qu'elles ont, positives, pour monter un peu leur moyenne. Et pourtant, il y a 5 points d'écart, et pourtant, elles ont fait énormément de progrès sur le cycle. Je n'ai pas le temps de vous montrer les vidéos du début du cycle, mais c'est des élèves qui n'avaient vraiment aucun vécu ou très peu de vécu, et qui étaient, en termes de pratique de l'activité, le cycle de seconde, effectivement, mais de première, pardon, le cycle de première est très peu à l'extérieur. Donc c'est des élèves qui avaient beaucoup de manques dans les prérequis. Et pourtant, faire progresser tous les élèves est une de mes préoccupations. Permettre aux novices de s'émanciper d'un sport jugé trop violent, rapide, avec une balle qui fait mal, est une priorité lorsque je les ai. Donc je trouve que même en ayant ça, même en y ayant porté beaucoup d'attention pendant les cours, on arrive quand même à un écart important. Et moi, par rapport à cet écart important, est-ce que tu as essayé à un moment donné de proposer des contenus adaptés? Non, une évaluation ou finalement un match où les filles jouaient avec des garçons contre les forts, les unes contre les autres, pour voir si tu avais vraiment des différences entre les filles. Flagrant, parce que la dimension physique des garçons a peut-être aussi joué concernant chez toi dans la natation. Si tu avais fait 2 matchs de filles, enfin un match... Oui, mais là c'est ce que j'ai fait. Hein. Enfin, il y a 2 garçons dans le groupe de filles, là. C'est les 2 garçons qui auraient perdu pied si je les avais mis dans le groupe supérieur. Et puis, il n'y a qu'une fille, je crois, dans le groupe fort. Elle, on va voir pourquoi elle était là, quoi. Donc là justement, on fait tout pour avoir des groupes homogènes. Homogènes, et on va y venir après. Justement, on essaie de leur donner, quand on constitue les équipes, on essaie, c'est un des points et un des axes qui me semble important de prendre en compte, on essaie de trouver le bon centre de gravité entre trois domaines. On essaie de trouver toujours
le bon centre de gravité de l'équipe qui est opposée à l'autre entre ces trois domaines-là. Donc on essaie de situer toujours le rapport de force qui soit équilibré entre les deux équipes qui sont en opposition, plutôt avec des joueurs globalement dans les mêmes pouvoirs, dans les mêmes façons d'agir, et en évitant les grosses différences de physique. Donc c'est comme ça qu'on fait les groupes. Finalement, il y a un écart entre la troisième vidéo qu'on a vue et la deuxième, mais l'investissement physique de la troisième vidéo, surtout, il n'aurait pas su équilibrer le rapport de force, et là, les filles ne se seraient pas du tout exprimées. Quand on a des classes avec un effectif beaucoup plus faible dans l'un des deux sexes, on est vraiment confronté à cette difficulté-là. Donc, on est bien obligé parfois de faire une évaluation où le groupe n'est pas homogène, les deux équipes qui s'affrontent, mais on voit que ce n'est pas efficace comme solution. Donc c'est trouver ce centre de gravité qui prend quelques séances. Ça c'est quelque chose d'important et c'est une des premières explications qui font qu'elles progressent et qu'elles s'en sortent vraiment pas si mal que ça. Je dis ça, mais c'est pas... il y a 5 points d'écart, mais elles ont énormément progressé. Donc, il faut leur donner des outils pour comprendre le jeu, pour s'y exprimer et avoir leurs moyens de tirer un certain plaisir à marquer, également un certain plaisir à jouer ensemble, à s'organiser collectivement, à gagner et à battre l'adversaire. Là, je suis revenu sur le pôle essentiellement genre féminin et je pense qu'on peut les faire évoluer là-dessus, sur leur représentation, en ayant des outils qui leur permettent de s'exprimer. Donc la première, je viens sur des explications un peu plus générales. La première explication, c'est le choix du menu, j'en ai déjà parlé, je laisse tomber. Il y a également une pratique sportive extrascolaire qui est bien moindre dans cette activité-là pour les filles, surtout dans les activités sport collectif. Une troisième explication par rapport à ces écarts, c'est que la pratique scolaire en sport co, on a l'impression, nous, en lycée, qu'elle diminue actuellement au collège, qu'il y a moins de cycles de sport co qu'avant. Je crois que c'est un état de fait, que les nouveaux programmes ont été ouvrir d'autres portes, donc effectivement, on n'aide pas à développer la CP5. 4. Oui, c'est vrai, 4. C'était pour les filles que tu suivais. Donc, la pratique moins importante. Et il y a donc le dernier point que je vais développer un petit peu, c'est les prérequis qui sont bien hétérogènes d'un élève à l'autre. Contrairement à d'autres activités comme l'acrosport ou comme la course d'orientation, la pratique de club ou la pratique sauvage est faible et en fait le niveau global des élèves est homogène, là au départ, là dans les sports collectifs comme le football, comme le basket, comme le handball, il y a quand même des pratiques sportives de club beaucoup plus importantes qui créent des écarts entre les niveaux de pratique des élèves. On ne doit pas les noter sur les niveaux de pratique, mais ça veut dire que nous, on accepte que les élèves de niveau 5, parce que le groupe, la deuxième vidéo c'était du niveau 5, soient vraiment du niveau 5 et qu'on ne se pose pas la question de savoir si on met 19,5 ou 20. Il faut déjà convaincre les collègues que, enfin nous dans notre équipe on n'a pas ce souci-là, hein, mais quand on voit des collègues dans d'autres établissements, non, on ne va pas mettre 20, si c'est niveau 5, le bac c'est niveau 5 c'est 20, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser. Il faut être sûr qu'ils aient des prérequis sur les conduites de balles et l'évaluation des trajectoires. Et ça, on se rend compte, et je pense que c'est vraiment l'expérience qu'ils ont eue dans leur jeunesse. C'est des choses qui ne sont plus du tout, beaucoup moins développées qu'elles n'ont pu l'être à d'autres moments. Il faut également leur donner des outils sur les distances de tir et de passe. Il faut leur apprendre à tirer, leur apprendre à passer, leur apprendre à dribbler. À tous les élèves qui ont peu de pratique. C'est pas spécialement les filles, c'est tous les élèves qui ont peu de pratique en dehors. On doit leur donner des outils là-dessus. Donc on est dans le pôle technique aussi, dans ce qu'on va leur apprendre. Est-ce que les filles sont sous-évaluées? Moi je ne pense pas vraiment, peut-être un petit peu d'un point ou deux, mais pas énormément, dans ce qu'on a vu. Non mais, oui, c'est énorme sur cette activité-là. Et dans le menu, on arrive à des moyennes dans la classe qui étaient homogènes. Donc c'est pour ça que je disais ça. Est-ce que les garçons sont bien évalués en basket sur ce qu'ils ont appris en EPS? Ça, on n'en est pas sûr non plus, puisqu'il y a beaucoup de pratiques extérieures.
Est-ce qu'on peut y remédier? Comment et avec quel ciblage des contenus d'enseignement? Donc c'est tout ce qu'on fait pendant le cycle pour essayer de les faire progresser. Et sur ce côté-là, on travaille sur trois domaines. Des situations de petites boucles qu'on utilise beaucoup en échauffement ou qu'ils utilisent après en autonomie. Le premier domaine, c'est les aspects plutôt ludiques. Ensuite, c'est les aspects routine technique, donc le développement du moteur. Répéter, la notion de répétition dans le développement technique, la notion d'effort, de régularité, la notion aussi dans le développement technique de développer les pouvoirs moteurs, apprendre à dribbler, tirer, passer, recevoir le ballon. C'est des choses qu'on doit leur apprendre. Si l'élève, si on ne lui dit pas qu'il faut bien montrer les mains comme ça pour attraper le ballon, ben, ils vont essayer de l'attraper comme ils peuvent, et forcément ils vont se faire mal, et forcément, la fois d'après, ben, ils vont baisser la tête au lieu d'attraper le ballon. Donc il faut passer du temps là-dessus, sur ces moments techniques. Et nous, moi personnellement, je fais ça beaucoup dans les échauffements. Il y a également donc l'aspect ludique, développer les prérequis sur tout ce qui est tactique et collectif, jouer, apprendre à jouer dans le ludique, apprendre le plaisir de gagner, le plaisir d'apprendre dans l'action. Quand on fait une passe à 10, on se fait plaisir parce qu'on a réussi nos 10 passes, nos 6 passes. Quand on fait un épervier, ben on se fait plaisir parce qu'on a appris à dribbler tout en essayant d'aller marquer le point. Donc c'est sur des choses comme ça qu'on travaille. Et il y a aussi, et je rentre dans mon cycle par ça, tout ce qui est aspect tactique, développement de la compréhension du jeu, c'est se construire des espaces, se construire des organisations collectives. C'est par exemple des manœuvres, ce que j'appelle des manœuvres de jeu à deux, c'est tout simplement un passe-et-va ou un 1-2. C'est des choses qu'on construit dès l'échauffement, avec des lieux sur le terrain et des moments où on se déplace. Les sports collectifs, c'est toujours un problème de spacing, d'espace et de temps, de moment de déclenchement. Donc nous, dans le basket, on parle de spacing et de timing, et si on ne leur apprend pas ça, s'ils ne partent pas au bon moment, s'ils ne démarquent pas au bon endroit, la construction collective, elle ne peut pas se faire. Pour revenir sur le 20 sur 20, parce qu'on s'est quand même questionné par rapport à la pratique avec Cathy quand on avait calculé ça, on en était à 1600, c'est une fille qui avait 1560 heures de pratique depuis la 6e, soit l'équivalent dont 20 heures en EPS. Hein. Donc c'est quelqu'un qui en avait fait un peu, et qui avait fait donc l'équivalent sur sa scolarité de 100 cycles de basket. Donc forcément, le 20 sur 20, on n'a pas hésité. Alors les vidéos ont permis d'identifier les actions positives et négatives, un peu comme Isabelle l'a montré tout à l'heure, et de nous habituer, d'habituer notre œil à repérer ces actions, notamment quand c'est des actions de non-porteurs, les joueurs qui se démarquent dans les espaces. Les filles et les garçons peuvent s'exprimer et progresser sur le cycle basket. Il y a également un constat d'échec sur le plan de l'égalité des résultats, mais pas forcément quand on prend en compte le menu. La constitution des équipes est pour nous importante. La façon de les faire doit être réfléchie et permettre à chacun de s'exprimer au mieux. Dernière chose, c'est les prérequis sur l'acquisition de techniques et de pouvoirs d'agir qui sont à travailler même en cours. Il ne faut pas garder ça uniquement pour les pratiques de spécialistes. Donc, pour terminer, je ne remercie pas Cathy, moi, parce que finalement, c'est toujours à cause d'elle que je travaille quand il fait beau dehors. Mais enfin, quand même, c'était sympa.